aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une épidémie de solitude. À la fin du Covid, au moment où il y a eu la crise économique, où toutes les boîtes se sont rendues compte qu'il n'y avait plus d'argent à lever, là on s'est dit ok, va falloir qu'on change notre modèle. Sur Times Square, on avait une affiche sur Times Square. Ça fait 10 ans en fait qu'on est sur cette mission de réduire la solitude dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sacha Lazimi, cofondateur et CEO de Yubo. Bienvenue. Merci. Salut Sacha. Ouais, et bienvenue pour ton temps. Merci pour ton temps. Alors, on va parler aujourd'hui dans cet épisode de réseaux sociaux. Alors, avec le cas Yubo qui est très intéressant, qui s'adresse en fait à la Gen Z, donc la génération que Julien Masson ne comprend pas entièrement, même à la maison, et avec un angle réseaux sociaux qui est intéressant parce que un des défis des réseaux sociaux, c'est justement toute cette attirance liée au like, liée au fait que ça nous renvoie beaucoup d'ego boost. Et du coup, l'angle qu'a pris Sacha avec la société et ses cofondateurs, vous étiez 4 à la création, c'est de se dire on va essayer d'atténuer ce truc-là et de rassembler cette génération des 18-25 ans pour qu'ils vivent une expérience sociale qui est dépolluée de ça. C'est un vrai succès, hein. C'est une société qui fait 60 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, qui a 10 ans, qui est rentable. Et du coup, on est ravis d'échanger avec toi sur ce sujet qui est très actuel, notamment en ce moment, on en parle beaucoup avec les changements de politique de Facebook et Twitter, et donc ça va être intéressant d'aborder ces sujets avec toi. Dans le podcast, on a 3 parties. La première partie qui est le 0 to 1, que tu nous racontes un peu les tâtonnements avant de toucher probablement tes premiers clients et te dire que ça allait marcher. La partie 2 sur le scale, où Aymeric a 2 points précis, saillants, qu'on va essayer de creuser, à détailler pour nos auditeurs. Et une dernière partie sur le next game. En fait, maintenant qu'on est là, c'est quoi la prochaine étape? Voilà. Et puis quelques questions sur toi, évidemment, un peu oui, perso. Oui, parce que t'es très intrusif, Aymeric, du coup, tu vas creuser ça. T'as fait des progrès sur la voix, ça fait... Putain, mais moi, j'étais bercé là pendant qu'il parlait. Mais je sais pas, le talent, l'expérience. Il y a un truc, il y a un effet 2025. C'est de mieux en mieux. Oui, voilà, donc si on peut se replonger peut-être en 2015 ou avant, si tu peux nous raconter comment on a cette idée en fait de réseau social pour la Gen Z. Ouais, avec plaisir. Déjà nous en fait ça fait plus longtemps que 2015, ça va faire bientôt 15 ans qu'avec mes cofondateurs, on a toujours eu la même mission d'améliorer la façon dont les gens se connectent et interagissent dans le monde. Et en fait, avant Yubo, on a fait plusieurs applications qui ont pas du tout marché. Et donc la première, on l'a fait en 2010 à la fac. C'est là que j'ai rencontré mon premier cofondateur Jérémy, avec qui on a fait une première application qui s'appelait Saloon, qui était des groupes de chat hyper géolocalisés, anonymes, dédiés aux étudiants. Et le but, c'était de savoir qu'est-ce qui se passait à la BU, s'il y avait de la place, s'il y avait de l'ambiance à un endroit en particulier. Donc c'était une idée vraiment super quand on demandait voilà. Donc, la marque stylée quoi, Saloon, c'est pas tout le monde. Ouais, c'est ça, c'était une bonne marque. Quand je demandais à mes potes qu'est-ce que t'en penses, tout le monde me disait c'est top, je vais l'utiliser. Et au final personne ne l'utilisait. Et puis on avait 18 ans, on s'est dit faut quand même qu'on se concentre sur nos études. C'était un bon projet, on a arrêté ce projet et on voulait faire les écoles d'ingénieurs. Donc on a fait les concours passerelles pour passer en école d'ingénieur. C'est là que j'ai rencontré Arthur, le CTO, 3e cofondateur, avec qui on s'est dit qu'on allait faire une nouvelle application mobile qui cette fois était encore une idée brillante, mais qui était une bonne idée. C'était de chaque jour pouvoir rencontrer une personne. Et on avait 24 heures pour discuter avec cette personne. Discuter, tu veux dire? Discuter, c'était un chat dans l'app, c'était une app de dating, effectivement. Voilà, fallait le dire, merci. Mais on avait une vision plus long terme de s'étendre sur d'autres verticales, que ce soit le sport, l'amitié et pas seulement le dating. Et on s'était un peu basé sur les modèles de Once ou Coffee Meets Bagel à l'époque. Et donc là encore, c'était une superbe idée, mais il n'y avait pas d'usage, quoi. Aucun usage. On avait des problèmes de conversion. On allait chercher nous-mêmes les utilisateurs sur Tinder pour leur présenter l'application et leur dire. Il y avait déjà Tinder à l'époque? Ouais, il y avait déjà Tinder à l'époque. Tu swipes et tu te retrouves sur l'appli? Tu swipes, tu matchais avec un faux profil qui était managé par nous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a rencontré Marc-Antoine qui nous écoute. Salut Marc-Antoine. T'étais content du matching? Il croyait qu'il avait un super date et il arrive, bonjour, je vais t'embaucher. C'est pas mal. Non, lui, il avait compris tout de suite la supercherie. Il m'avait contacté parce que l'application, elle était à mon nom. Il m'avait dit, c'est cool ce que vous faites, comment vous faites ça.
Voilà. Et après, il nous a conseillé, parce qu'il avait sa boîte de son côté. Mais en fait, le taux de conversion de Tinder à cette application était très très mauvais en allant chercher les utilisateurs. Et même une fois qu'on avait ramené les utilisateurs sur l'application, personne ne discutait. Donc on avait pour ambition de faire du matching automatique avec des algorithmes de recommandation, mais même en le faisant à la main, ça marchait pas. Donc le fond du problème, c'était vraiment l'usage. C'était l'usage. C'était l'usage. Il n'y avait pas d'usage dans l'application. Il n'y avait pas de besoin. Et donc, il n'y avait pas de marché. Donc, a priori, c'était mal barré, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, on avait un constat aussi de base qui était que Tinder et les applications de dating de ce type, c'était trop dans la quantité. C'était pas du tout de la qualité. Et qu'en fait, ça marchait pas. Alors qu'au final, ça marche très, très bien. Je savais pas que c'était si vieux Tinder, tu vois. Je pensais que c'était plus récent. Ouais, je crois que ça date de 2013 ou même encore un peu avant. Hein. Et ça, du coup, tu plies? T'arrêtes les deux? Là, t'es toujours à la fac. Là, on est toujours à la fac. On a passé 2 ans sur cette application. On a atteint à peu près 30 000 utilisateurs, inscriptions. Donc, c'est quand même pas mal. La première, on avait fait 10 000. Et la deuxième, on a fait 30 000. Mais au bout de 2 ans, vraiment, on s'est dit, faut qu'on passe à autre chose parce que y a pas de futur possible. Et là, en fait, c'est le moment où on doit prendre notre année de césure. Et on se dit, faut qu'on trouve un incubateur ou un endroit où on va pouvoir se poser à fond sur un nouveau projet et une nouvelle idée. Donc, on trouve nos premiers business angels qui sont basés à Londres, qui nous disent, nous, on vous passe une table dans nos bureaux. Et on avait vendu l'idée de 12 à ces 3 business angels qui sont d'ailleurs les frères Hayat qui ont créé Ubic, Y2OBIC. Et au final, on est arrivé en juillet. En août, ils sont tous partis en vacances et nous, on est restés là-bas. Et en septembre, on leur a dit, on arrête, on arrête 12. On garde le nom de la société, mais on va lancer un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est Yubo. Et on l'a lancé en octobre 2015. Comment t'es arrivé alors à l'intuition de Yubo? Alors en fait, déjà, on a appris de nos erreurs. On s'est dit, cette fois-ci, on va pas partir d'une idée qu'on a. On va pas demander à nos potes si c'est une bonne idée ou pas. On va vraiment essayer de trouver un marché et un problème à résoudre. Donc ça paraît simple dit comme ça. Mais comment la méthode pour le faire, elle est peut-être pas. Mais t'aurais pu t'en apercevoir plus vite. C'est quoi les leçons que t'en tires? C'est qu'en fait, il y avait pas vraiment d'usage, mais qu'est-ce que t'aurais pu faire quelque chose de différent de toute façon, il fallait bien tester pour voir s'il y avait l'usage. Ouais, fallait tester pour voir s'il y avait l'usage, mais on aurait pu directement se dire qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin de créer une app pour tester ce concept sur la précédente. On aurait pu directement se rendre compte en parlant aux utilisateurs sur Tinder que Tinder, ça fonctionne très bien. Et on aurait pu passer moins que 2 ans sur l'application quand même. Donc voilà, donc c'est ça qu'on a retenu vraiment de ces 2 projets. Après, on était vraiment jeunes, c'était entre nos 18 et 21, 22 ans. On faisait en parallèle de nos études. Donc là, vous avez fini votre école d'ingé après? Non, du coup, on est en année de césure. Et à ce moment-là, donc on est en début 2015 et on part. On se dit, OK, il faut qu'on trouve vraiment un besoin avec un vrai marché, un nombre d'utilisateurs qui peut être atteint, qui est assez important. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des millions de personnes qui partageaient publiquement leur pseudonyme, précisément sur Snapchat, pour trouver des nouveaux amis sur Snapchat. Ça, je savais pas. Voilà. Et en fait, sur Snapchat, encore aujourd'hui, il n'y a pas de discovery. Et on peut pas trouver quelqu'un si on n'a pas son numéro de téléphone ou son pseudonyme. Et donc on est parti de ce constat-là et on s'est dit OK, on va répondre à ce besoin, on va créer une application qui permet d'ajouter sa photo, de créer un profil et on va ajouter derrière le profil les différents usernames qu'on a sur les réseaux sociaux. Et ensuite, le même mécanisme que sur Tinder, sauf que c'est pas pour se rencontrer en vrai, c'est pas pour dater. Le but, c'est de s'ajouter sur ces réseaux et ensuite voir les profils des gens, discuter avec eux. Et donc on est parti de ce constat-là. On avait une cible, un nombre assez important, plusieurs millions d'utilisateurs à aller chercher parce qu'il y avait plein de tweets qui étaient faits tous les jours, plein de groupes Facebook à l'époque qui étaient créés autour de ça. Et en fait, on ne savait pas si nos utilisateurs étaient là pour devenir des influenceurs, s'ils cherchaient du contenu à suivre, s'ils cherchaient à discuter avec des personnes, s'ils cherchaient à faire du dating. On avait plein d'hypothèses différentes. On ne savait pas non plus qui allait être notre cible.
parce qu'on avait juste des pseudos Ouais. et des personnes à aller Ouais, parce chercher. que t'avais pas plus d'infos que ça. Et tu n'as pas les infos en plus sur le pseudo, sur ce qu'il fait, ce qu'il aime, ce qu'il veut. T'as Ouais, rien. on n'avait rien. On avait vraiment juste le pseudonyme de la personne, parfois le Twitter de la personne, mais ça s'arrêtait là. Et cette fois-ci, on s'est dit, OK, on va développer une application en moins de 1 mois. On va tester ça en moins de 2 mois. Et si en 2 mois, ça fonctionne pas, on passe à autre chose. Et avant ça, pendant l'été, on avait testé 2-3 autres projets, mais qui avaient justement pas abouti. Et en fait, on a testé du coup à la main. On a ajouté les gens petit à petit à la main. Ça, t'allais les repérer sur les forums. Et Voilà. Sur les forums, on avait des listes. Et on a ajouté toutes les listes à la main sur nos comptes personnels. Et on leur a parlé. On leur a dit pourquoi tu as ajouté ce compte-là. J'ai vu que tu voulais te faire des potes. Du coup, on a commencé à discuter avec ces gens et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, qu'il y avait un taux de conversion assez énorme. On était à peu près à 50% des gens qu'on ajoutait, qui nous ajoutaient en retour, et à peu près 10% qui nous répondaient et qui discutaient avec nous. Et on était à la fin à 7% de personnes qui allaient télécharger l'application. D'accord, donc le call to action, c'était télécharger l'appli et s'inscrire. C'est ça, c'est ça. Ok. Et donc, en plus, t'avais de la data hyper claire, quoi. Ouais, on avait de la data hyper claire. En fait, on avait vraiment créé une boucle. On avait des personnes qui partageaient leur pseudonyme sur les réseaux sociaux pour se faire ajouter sur leur propre réseau. Nous, on a créé une app. Du coup, quand ils s'inscrivaient, ils rentraient leur pseudonyme. Donc, on pouvait savoir exactement notre taux de conversion de gens qu'on allait chercher et qui s'inscrivaient. Et on pouvait savoir aussi le taux de personnes qui s'inscrivaient organiquement et dont on n'avait pas les pseudos. Et ensuite, on avait l'application et on avait l'usage sur l'application. Et on a essayé de répondre petit à petit à nos questions. Est-ce qu'ils veulent devenir des influenceurs? Donc là, la réponse, elle a été rapidement faite parce qu'en fait, ils choisissaient précisément avec qui est-ce qu'ils voulaient être amis. Ensuite, on voulait savoir s'ils voulaient suivre du contenu. La réponse, c'était non, parce que quand on les ajoutait, nous aussi, ils discutaient avec nous. Ensuite, on a ajouté un chat dans la plateforme. Et là, c'est là que ça a commencé à vraiment prendre, parce qu'on a tout de suite eu 60% d'utilisateurs qui, tous les jours, utilisaient le chat. Je pense que c'est d'ailleurs la fonctionnalité la plus importante chez nous encore aujourd'hui. Et en fait, on est arrivé au constat que notre cible, c'était la génération Z, que cette génération, elle a un besoin très important de socialiser en ligne et que c'est aussi important que de socialiser dans le physique, dans la vraie vie, voilà. Et qu'il n'y avait aucun produit qui répondait à ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une épidémie de solitude qui touche le monde entier. Il y a plein d'études dans tous les pays, en France, aux États-Unis, qui sont faites par les ministères de la Santé, qui montrent qu'en fait, c'est plus dangereux de se sentir seul que de fumer 15 cigarettes par jour, de boire 6 verres d'alcool tous les jours. Ah, ça, c'est cool pour moi, merci. Et qu'en fait, il y avait pas en 2015 de solution et qu'aujourd'hui, il y a très peu de solutions et c'est pour ça qu'on est les leaders et qu'on ambitionne de continuer d'être les leaders dans... Ouais, donc il y a une vraie mission derrière ton app. C'est ça. C'est pas juste un réseau social. Bien sûr. Notre mission, c'est de réduire cette épidémie de solitude et de faire en sorte que les gens se sentent moins seuls. Et on fait ça à travers le fait de se connecter tous les jours avec des nouvelles personnes. Ouais, et pour une fois, ils passent du temps sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, c'est pas juste pour voir du contenu pour flipper, c'est pour discuter. Et tu voyais le taux c'était quoi le temps moyen qui passait En moyenne, nos utilisateurs, ils passent 35 à 40 minutes. Et en fait, nous, on se considère pas en compétition avec des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça que tu dis, c'est ça qui est important de comprendre. Voilà. On se considère pas non plus comme un réseau social, en fait. Comment tu te comptes? Dans quelle catégorie t'as inventé, alors? On considère ton océan bleu, là, comme ils disent. On considère qu'on a été les précurseurs de la social discovery. Et qu'en fait, que c'est pas une app de messagerie classique avec qui on discute avec ses amis. C'est pas une app de dating avec qui on va rencontrer des personnes vraiment pour dater. C'est pas un réseau social où on va découvrir du contenu. C'est une plateforme où on se connecte avec le plus de personnes possible tous les jours et où on socialise et on discute. Et quelle est la différence avec un fil Twitter de gens que tu suivrais et qui te suivraient? Alors, il y en a plein. La première, c'est que tu... expliquer la différence. Ouais, bien sûr. Ouais, et par rapport à un Clubhouse aussi, du coup, on va le poser. Déjà, si on prend un réseau social classique comme Twitter, donc c'est un feed, le but, c'est de la performance. Et c'est un système de following. Et donc, en fait, tu vas voir des posts, poster des posts, suivre du contenu, liker, revoir, retweeter, etc. Donc, tu vas t'informer et ton but, c'est d'avoir le plus de tweets ou le plus de vues possible. Ouais, c'est ça ton KPI. Voilà, donc tu vas pas vraiment discuter avec des personnes.
Voilà. Et sur Yubo, l'important, notre métrique principale, c'est le nombre de connexions que tu vas faire sur la plateforme et le nombre de discussions que tu vas avoir avec les personnes. Donc tout est tourné autour des personnes et non pas de la performance. C'est principalement du temps réel, parce qu'on fait en sorte qu'en moins d'1 minute, tu te connectes avec une personne ou un groupe de personnes et que tu discutes avec eux, soit en direct avec de l'audio, de la vidéo et donc du live, soit en one-one en texte. Et en fait, en moyenne, c'est des groupes de 4 à 5 personnes qui vont discuter pendant 2 heures. T'as pas moyen de revoir le contenu, t'as pas moyen de le partager, t'as pas moyen de liker le contenu. Tu peux juste discuter avec des personnes, leur envoyer des demandes d'amis. Il n'y a pas de système de following. C'est modéré? Tout est modéré. Tout est modéré, tout ce qui est textuel, visuel, tout est ça modéré. peut pas partir en live non plus. On fait de la vérification d'identité à l'inscription pour faire des groupes d'âge. Et tout est modéré. Gen Z, c'est quel âge? Nous, aujourd'hui, notre cible principale, c'est les 18-25 ans. Donc, c'est ceux qui sont nés en 1995 jusqu'à 2010. Ok, très clair. Tu peux, avant qu'on passe sur les phases de scale, nous parler du business model, parce que là, ce que tu expliques, c'est que tu as réussi à créer une communauté, tu mets le doigt sur un pain point. Ce qui est cool, c'est que tu as une vision hyper forte de comment tuer un peu l'isolement. Alors, on croirait pas à l'ère des réseaux sociaux, donc moi, j'apprends quelque chose. Et du coup, c'est quoi, comment tu craques un business model autour d'un produit comme celui-là? En faisant tout l'inverse de ce que font les réseaux sociaux actuels. Parce que tu prends le contre-pied de tout depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, nous, on n'est pas un business de contenu. Donc, vu qu'on n'est pas un business de contenu, en fait, on n'est pas un business avec des pubs. Voilà. Et en fait, nous, notre business est plus un business comme dans le gaming ou dans l'entertainment. En fait, tu payes et quand tu payes, on crée une réelle expérience pour nos utilisateurs qui va lui permettre d'avoir plus de connexions et de vraiment discuter avec des personnes en temps réel et le plus rapidement possible. Donc, c'est pas mime non plus, quoi. Tu crées une room, je sais pas moi, sur une marque, genre R5 électrique, c'est ça? Non, tu peux pas, il y a pas de marque hein, surtout. T'as pas de marque, mais si tu peux créer une room, par exemple, tu peux créer une room parce que tu veux parler d'un jeu vidéo comme Fortnite, tu veux parler du match de Paris qui est en temps réel, donc tu crées ta room, tu mets un titre et t'as la liste de toutes les rooms et les autres personnes, par exemple, moi je vais arriver, je vais me connecter et je vais voir la liste des rooms. J'ai envie de parler de Paris, du match, je tape Paris, je vois ton groupe, je le rejoins. Tu peux m'inviter à streamer avec toi dans la room et tu peux avoir jusqu'à 10 personnes qui mettent l'audio ou la vidéo en temps réel et les autres personnes qui regardent et qui commentent. La question était plus en termes d'expérience. Mais justement, je pense que c'est un point qu'on peut pour creuser. Pour gagner des revenus c'était une question de revenus. Oui, et voilà. Et du coup, c'était une question sur le scale qu'on avait, donc c'est très bien, on a qu'à passer à cette partie-là. T'as beaucoup itéré et t'as réfléchi 360 parce que justement, tout l'enjeu de ces apps, c'est de monétiser. Parce qu'à la fin, c'est bien d'avoir une app, c'est bien d'avoir des gens qui viennent, etc. Mais il faut monétiser. On avait échangé et tu m'avais dit que ça avait été un moment qui avait été pas facile parce que beaucoup de gens ont beaucoup de partis pris parce qu'il y a plein de choses qui se faisaient. On monétisait, voilà, t'as du freemium d'un côté, t'en as d'autres qui font payer. Voilà, quand c'est premium, t'en as d'autres qui font payer, etc. T'as plein de modèles différents. Et toi, t'as beaucoup itéré là-dessus et t'as été même parfois t'as pris des positions assez tranchées en disant c'est pas parce que mes investisseurs, c'est pas parce que X ou Y me disent qu'il faut faire ça. Tu peux revenir là-dessus parce que finalement c'est la partie qui est compliquée, comme le disait Julien, d'arriver à monétiser ces apps. Ouais. C'est bien le cas. Donc on a monétisé quand même au bout de 4 ans. Donc on a mis quand même du temps à le faire et parce qu'on avait des idées reçues qui étaient que on monétise pas un réseau social. On s'est longtemps dit aussi qu'on allait être plus gros que Facebook ou Snapchat. Ça nous a pas mal induit en erreur. Parce qu'en fait c'est pas notre business, on fait pas du tout ce business là et donc on va jamais devenir aussi gros parce qu'on fait pas la même chose et on peut pas se comparer, il faut pas se comparer. Et donc pendant longtemps on s'est dit en fait on est une plateforme sociale. Une plateforme sociale, ça se monétise pas, ou ça commence à se monétiser uniquement quand tu as des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'utilisateurs actifs par jour, et ça se monétise avec des pubs. Ouais. Donc on a mis du temps à avoir avant de faire ce constat-là. Ouais, ça c'est ton apprentissage personnel. Ouais. Qui a duré 4 ans. Qui a duré 4 ans, ouais. Ça, c'est long. Ouais, bravo pour la suite. Ouais. Merci. Et donc après, par contre, ça c'est notre force, c'est notre ADN, c'est qu'on est très véloce. Et une fois qu'on a une idée en tête et
on l'implémente le plus rapidement possible et on essaye de le faire de la manière la plus ingénieuse et la plus rapide. Et donc là, à partir de fin 2018, début 2019, là on s'est dit ok, on va monétiser la plateforme pour accélérer notre croissance. Vraiment, Yubo, faut le voir comme une énorme soirée. Plus il y a de monde dans la soirée, plus il y a de l'activité, plus les gens discutent. Et donc, forcément, il faut ramener les utilisateurs sur la plateforme, en plus de ceux qui sont actifs, pour que toujours il y ait des nouvelles personnes à rencontrer. Et donc, on a décidé de tout tester. On a testé les pubs et on a testé aussi les options payantes et les abonnements. Les pubs, ça n'a pas du tout marché. Mais c'est un peu contre-intuitif que des jeunes soient prêts à payer, tu vois, pour parler. Non, c'est pas contre-intuitif. C'est comme quand tu vas dans une soirée, bah, quand tu vas dans un bar, tu vas payer pour justement passer une bonne soirée et avoir une expérience. Tu vas faire des activités, par exemple dans un karaoké, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, où tu vas faire un laser game, et donc tu vas payer pour avoir une activité et socialiser avec d'autres personnes. Donc là, c'est exactement ce qui se passe sur la plateforme. Et même si tu prends le gaming, c'est un des endroits où justement tu payes en ligne et où tu gagnes pas mal d'argent, comme les jeux aussi sur les apps. Et en fait, c'est sur ce modèle-là où nous, on s'est accroché. On s'est dit, OK, les pubs, ça fonctionne pas parce qu'on n'a pas de contenu et c'est pas notre business. Mais par contre, quand on permet à nos utilisateurs d'avoir une meilleure expérience, de rencontrer plus de monde, d'avoir plus de visibilité, et donc pour répondre à ta question, quand tu crées ta room, tu peux payer pour que ta room, ça soit la première de la liste et que quelqu'un... Tu payes pour les features. Donc c'est comme dans une boîte de nuit, tu vas être au milieu de la boîte de nuit parce que tu payes et tu auras plus de passages. Et quand tu as plus de passages, bah, tu as plus d'interactions et donc tu discutes avec plus de personnes. À cette étape-là là, de la discussion, c'est quoi les points durs que tu as eu qu'on voit pas là? Les trucs que tu as dû résoudre? C'était un défi technologique? Un défi de monter une communauté? Ouais, il y a eu bah, déjà le premier, quoi, tu vois. Le premier défi technologique qu'on a eu, c'est qu'on a eu une très forte croissance assez rapidement. Donc, on a atteint 5 millions d'inscriptions en un an. Donc, on a eu un scale très important côté serveur. Ça pétait tous les soirs. C'est-à-dire que l'application ne fonctionnait pas tous les soirs. On avait des crashs tous les jours. Plus, ouais. Et tous les jours, ça marchait pas, même plusieurs fois par jour. Donc, ça a été très, très dur pour Arthur, notre CTO, c'était le seul qui pouvait régler ça. Donc, il a passé beaucoup de nuits blanches. Et ça a duré longtemps parce qu'on est resté une petite équipe. On est resté 5 pendant 3 ans et on est passé à 25 en 2019. Et on a commencé vraiment à scaler l'équipe entre 2020 et 2024. Et aujourd'hui, on est toujours plus ou moins petit parce qu'on n'est qu'une soixantaine. Donc, le premier, c'était le scale des serveurs. Ensuite, le deuxième, c'était la partie levée de fonds. Parce qu'on a beaucoup galéré à lever des fonds et en fait, ça coûtait très cher d'avoir beaucoup d'utilisateurs sur sa plateforme et on a toujours été en galère pour lever des fonds. Ouais, parce que du coup, pendant 4 ans, t'as pas de revenus. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. 4 ans, t'as pas de revenus, t'as développé là, t'as une belle communauté et t'as des vraies question marks, comment tu la monétises. Donc là, et t'as mis combien de temps en testant en partant là, au bout de tes 4 ans, entre le moment où tu testes les pubs, puis après que tu comprends que c'est plutôt les options et donc toutes les features que tu vas développer, c'est un peu un freemium en fait. Les gens viennent au début, c'est gratuit, puis après ils payent parce qu'ils veulent plus de meilleures expériences, etc. Combien de temps tu vois ça met pour prendre là-dessus? Bah, on n'a pas monétisé, on va dire de 2015 à 2019. En 2019, on a commencé à monétiser et là, on a testé les pubs assez rapidement. Donc, on a commencé à monétiser en octobre 2019 avec les pubs. Ça n'a pas marché en octobre et on a tout de suite en parallèle lancé des options payantes. Et le premier mois, on a fait à peu près 50 000 et 3 mois plus tard, on était à 300 000 par mois. Ouais, là, t'as compris. Et donc là, on a compris que ça prenait et qu'il se passait quelque chose et que ça fonctionnait. Et en fait, à partir du moment où on a monétisé, on était en train de faire une levée de fonds. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, on commençait déjà à être rentable parce qu'en fait, on faisait pas non plus de marketing. Et en gros, c'était que du bénéfice qu'on faisait. Organique, ouais. Et ensuite, on s'est dit, OK, il faut qu'on réinvestisse tout ce qu'on gagne en marketing et en user acquisition. Et jusqu'à ce qu'on fasse encore une dernière levée de fonds en été 2020. Et après, à la fin du Covid, au moment où il y a eu la crise économique et où toutes les boîtes se sont rendues compte qu'il y avait plus d'argent à lever et qu'il y avait plus de levée de fonds, là on s'est dit ok, va falloir qu'on change notre modèle et qu'on devienne vraiment une société rentable qui peut s'auto-financer et s'auto-développer. Et ça, c'est justement un autre angle du scale. Ouais, exactement. C'est le deuxième point que je voulais creuser avec toi, c'est que finalement vous avez un très très beau parcours, hein, parce qu'on l'avait dit au début, mais on fait 60 millions de revenus récurrents. On oublie que c'est du revenu récurrent, donc ça c'est forcément une très belle valeur. Pour en arriver là,
ça a été compliqué. Et tu m'as dit que vous avez finalement toujours eu le parti pris de rester petit. Vous êtes resté petit pendant longtemps, voire très longtemps, pour garder une certaine forme de vélocité, etc. Et puis après, ça vous a permis de scaler. Mais pendant longtemps, vous avez fait beaucoup de choses seul. C'est comme ça. Ouais. Après, on peut aussi considérer qu'on est relativement petit encore aujourd'hui parce qu'on est une soixantaine. Mais on est resté 5 pendant 3 ans. Ensuite, on est passé de 5 à 25, je dirais, de 2018 à 2021. Et ensuite, de 2021 à 2023, on est monté de 25 à 90. Ouais. Et après, on est un peu redescendu à 55. Et là, on a stabilisé entre 55 et 60. Et on recommence à regrandir les équipes. Reviens sur cette phase. Ouais. Pourquoi tu as été obligé de décélérer pour... Et puis quel profil surtout, c'est intéressant aussi. Oui. En fait, justement, à partir du moment où il y a eu, on va dire, la crise économique, le fait qu'on puisse plus lever des fonds... on s'est dit là, faut vraiment qu'on arrête d'investir à perte. Donc, on a réfléchi vraiment. Donc, gros travail sur toutes les dépenses de la société. Donc, effectivement, on a un peu réduit les équipes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement des équipes sur lesquelles, en fait, on investissait et c'était pas forcément, il y avait pas de retour sur investissement et c'était pas forcément les bonnes personnes à leur bonne place. On les avait pas forcément structurées de la bonne manière. Et en plus, on avait recruté tout le monde. Quasiment pendant le Covid, en visio, on avait fait ça très vite. Après avoir levé beaucoup d'argent, on avait levé 40 millions en été 2020. Ouais, c'est une belle levée déjà. Donc c'était une belle levée et donc on a essayé d'accélérer, mais on a accéléré un peu trop vite, on s'est un peu précipité. Et ensuite, on a aussi fait des économies énormes sur nos coûts de serveur. On a baissé nos investissements en marketing pour passer de plusieurs millions par mois à quasiment 0. Donc on a fait des gros choix assez... Juste une question, Sacha, qui me... taraude, j'ai sorti le mot. Quand tu lèves 40 millions d'euros, comment tu fais les choix d'investissement qui sont prioritaires? Comment c'est organisé ça derrière? J'en ai aucune idée. Au total, on a levé 60 millions d'euros. Donc les 40 millions, c'était notre 4e levée de fonds. D'accord. Et nos principales dépenses, c'était le marketing et la user acquisition. Là, tu l'achetais, tu veux dire, t'achetais concrètement des utilisateurs. Ouais, on paye, on fait de la pub sur les réseaux sociaux pour ramener des installs, quoi. On paye les installs. Même si on a toujours eu une très très forte et très importante croissance organique, il y a quand même une partie qui vient du marketing. Et donc les dépenses, c'est le marketing, les coûts de serveur, les coûts de modération, de safety, de support et les équipes. Mais du coup, avec un peu de recul, t'as 40 millions, donc tu te lâches, voilà. Et en fait, ce que ça t'oblige à faire derrière, c'est que le changement macroéconomique et l'environnement t'oblige à devenir lean. Et là, tu prends tous les coups. Et finalement, la conclusion, c'est quoi? C'est que finalement, on peut très bien faire, se mettre sous contrainte. C'est lean au sens éliminer le waste. Éliminer le waste, ouais, tout à fait. Mais finalement, se mettre sous contrainte, ça a été bénéfique. C'est-à-dire que, ok, t'es passé de 80 personnes et t'es revenu à 55, mais j'imagine que finalement, t'as rendu ton organisation beaucoup plus structurée. Ouais, on a rendu notre organisation beaucoup plus structurée. Ça nous a permis de nous poser les bonnes questions à nous. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de choses, en fait, qu'on faisait qui ne servaient à rien. Qu'on dépensait et qui servait à rien. Comme quoi, par exemple? On avait fait des dépenses marketing, on avait fait des campagnes de brand à New York, Sydney, Londres. Ouais, on avait sur Times Square, on avait une affiche sur Times Square. Ça c'est mais tu l'as fait. C'est pour le WhatsApp. Ouais, je sais pas s'il faut être fier ou pas parce que bon, on l'a fait, c'est cool, mais vraiment, franchement. Ouais, j'espère que t'as fait le petit selfie quand même devant. Non, j'y suis pas allé. Mais on a la photo, on la met dans notre presse d'onboarding et on dit aux gens, c'est pas une image de synthèse ou d'intelligence artificielle. C'est une vraie... Ouais, t'as coûté cher, mais ok. Et donc ça, typiquement, c'était vraiment une dépense où, encore aujourd'hui, on sait pas le retour sur investissement que ça nous a... Tu développais des outils pour mesurer le ROI de toutes les actions quand tu dois dépenser autant d'argent? Ou c'est que votre instinct qui parle à un moment donné? Sur ça, pour le coup, c'était que de l'instinct, quoi. Donc, on n'avait pas moyen de savoir le retour sur investissement, si ce n'est que quand la pub, elle est là, est-ce qu'il y a plus d'installs ou moins d'installs? Mais bon, c'est quand même difficile de mesurer parce que tu as plusieurs milliers, dizaines de milliers d'installs par jour. Mais le petit kiff d'avoir sa marque sur Times Square. Et du coup, tu deviens plus lean, là, comme on le dit. C'est quoi l'impact sur les équipes? Parce qu'en fait, quand tu es dans une dynamique, que tu recrutes, que tu passes d'une vingtaine à 80, tu es dans une super dynamique, tu recrutes, etc. Et puis quand tu annonces qu'il y a 25 gars ou plus qui doivent partir, comment tu refédères tout le monde?
C'est une bonne question. Après, nous, ça a pris un peu de temps quand même. Je dirais qu'on a passé 2 ans de consolidation et donc ça s'est pas fait d'un coup. Ouais. Ça s'est fait sur 2 années. Et ce qui était important, c'était déjà d'être hyper transparent sur le marché, sur nos chiffres, sur les raisons pour lesquelles est-ce qu'on devait passer en mode consolidation. Et en fait, étant donné que toutes les équipes étaient dans la recherche d'optimisation des coûts, d'optimisation du retour sur investissement, en fait, ça faisait sens de prendre ces décisions. Et ensuite, on travaillait beaucoup sur la communication et sur notre culture pour faire en sorte que vraiment, on arrive à expliquer les impacts que ça avait de prendre ces décisions. Après, c'est sûr que c'était 2 ans qui étaient assez durs parce que la croissance, elle ralentit quand même un petit peu. Et donc, il faut arriver à l'expliquer. Mais je dirais que le plus important, c'est d'avoir les explications et d'être transparent. Ouais, parce que toi, tu apprends aussi à devenir un CEO qui passe de 5 à 20 à 50. Même toi, en termes de personnel, ça doit être une charge mentale qui n'est pas la même, quoi. Ouais, c'est encore une charge mentale assez importante pour moi qu'il faut que, en tant que CEO, tout le temps, on doit se réinventer et tout le temps apprendre le métier parce que c'est pas du tout le même quand on est 5. Mais c'est quand même un bon exercice, non, en tant que CEO, d'arriver de se dire, finalement, tu as eu la chance d'avoir pas mal de capital, mais d'arriver à te dire, OK, maintenant, c'est quoi l'organisation que je veux, d'un point de vue des équipes, où tu dis, voilà, j'ai été Covid, j'ai recruté plein de monde, il faut que tu gardes les meilleurs, ceux que tu veux. C'est quand même un bon exercice. J'imagine qu'après, c'est très structurant pour passer à l'étape d'après. Ouais, c'est hyper structurant et je dirais qu'on est encore dans cette phase donc là, on est en train de regrossir les équipes, mais on est encore dans cette phase de le faire de la bonne manière. Donc, en gros, on essaye de bien structurer les process, d'implémenter les bons process, de bien structurer les équipes, de recruter les bonnes personnes aux bonnes places, d'avoir vraiment des raisons claires de pourquoi est-ce qu'on crée ce pôle, qu'est-ce que va faire ce pôle, quel va être le retour sur investissement de ce pôle. Et comment tu t'es entouré d'ailleurs autour de toi? Parce qu'il y a l'équipe cœur, je sais pas si t'en parles, Américain, je veux pas spoiler le truc, mais c'est quoi tes premiers choix tactiques en termes de rendu tout? Alors j'ai bien aimé le recrutement de Marc-Antoine, c'est ça? Marc-Antoine, c'est un recrutement clé qu'on a fait il y a 8 ans. C'est le premier employé. Ouais, donc, bravo, le number one. Lui, il a tout vu et on n'en serait vraiment pas là s'il n'était pas là. Et donc lui, c'est un des piliers. On le considère comme un des cofondateurs. Donc il était là depuis le début, mais on s'entoure de personnes comme Marc-Antoine et on essaye aussi... plutôt des profils un peu expérimentés. Voilà, en dessous de nous, on essaie d'avoir des profils hyper expérimentés qui sont déjà passés par les étapes dans lesquelles on voudrait passer, qui ont déjà vécu ce type de scale, qui ont déjà eu des équipes qui sont passées de 60 à 150 à 200. Et on cherche vraiment des profils qui ont cette expérience-là et qui vont être meilleurs que nous et qui vont nous apporter l'expertise qu'en fait, nous, on n'a pas. Ouais, il n'y a pas d'ego là-dedans, en vérité. Non, franchement, aucun. Moi, c'est justement ce que je cherche, c'est des gens qui sont meilleurs que moi. Et ça marche parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires justement de founders qui prennent des très seniors en comex et puis la greffe elle prend pas, tu vois, c'est un bide. Mais peut-être que toi tu as trouvé la solution magique qui fait que dans l'intégration ou dans la façon dont tu les recrutes, ça marche. On essaye. Après, on s'est trompé parfois sur certaines personnes. Il y a des personnes qu'on a essayé, qui étaient arrivées chez nous tôt, qu'on a essayé de faire monter. Et en fait, ils n'avaient pas cette expertise-là. Et donc, je pense que c'est encore une recherche assez continue de quelle est la bonne personne, dans quelle expérience, quel type d'expérience va correspondre à la nôtre et en quoi ça va nous apporter de la valeur, quoi. Parce qu'il y a une notion de culture quand même qui doit être assez forte. Ouais, c'est ça. On a une culture assez importante. Et comment tu fais pour pas être englué dans les process? Parce que du coup, tu vois, 60 millions de chiffre d'affaires sur une app récurrente, hein, où on a vu ta dernière levée, donc on imagine les valos. T'es rentré dans la partie des Happy Few qui ont réussi vraiment à exploser. Comment on rentre pas, quand tu fais cette taille-là, dans du process, de l'admin? T'es obligé de structurer, tu le disais toi-même, mais comment t'arrives à garder cette vélocité? Alors j'imagine que la taille doit aider, parce que vous êtes finalement pas si nombreux que ça. Mais comment on fait au jour le jour? Très honnêtement, pendant longtemps, on n'avait quasiment pas de process. Donc, comment ça permet de... Pas de rentabilité, pas de process, ça va être la conclusion. Bon, les gars, vous voulez faire une boîte rentable? Mais bon, après, au début, on n'était que 25. Donc, en vrai, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de process. Et après, c'est vrai que quand on est monté à 90 et qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout structuré, qu'on n'avait pas de process, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné et qu'on s'est dit, OK, on
redescendre et on va restructurer tout ça. Et là, on est encore justement en train d'implémenter les bons process, de trouver le juste milieu entre implémenter les process et toujours rester véloce et garder son ADN, faire en sorte de toujours tester des choses et de rester dans le business, quoi. Et c'est toi qui regardes ça ou t'as une personne qui planche là-dessus? On regarde tout ça un petit peu dans chaque pôle. Donc les 4 C-level, on regarde ça. On a recruté justement certains profils comme notre Head of People qui, elle, va s'occuper par exemple des process People et elle va être focus que sur cette partie-là. Et on se fait aussi accompagner par du coaching et par aussi notre réseau d'entrepreneurs dans le consumer sur qui on se repose pas mal aussi, quoi. T'as des réseaux que tu recommandes d'ailleurs aux auditeurs qui seraient dans ton cas? Ouais, nous on a un réseau qui s'appelle Mafia Consumer. Donc c'est très clair. Et en fait, c'est un groupe d'entrepreneurs qui font des apps mobiles. C'est un Slack, on fait des dîners. Voilà. Et t'apprends beaucoup là-dessus, ouais, franchement, on apprend beaucoup. On a beaucoup de questions qui sont assez spécifiques sur comment on regarde les datas, par exemple, ou comment on structure les équipes, ou les outils qu'on doit utiliser. Et ensuite, après, on discute aussi des expériences, des nouvelles apps. Trop bien. Et je pense qu'on peut passer à la partie Next Game tranquillement. Comment on se grise pas maintenant là et comment on retrouve du fuel pour les craquer un autre problème? Comment tu vois les choses maintenant? Nous, ça fait 10 ans en fait qu'on est sur cette mission de réduire la solitude dans le monde. Donc c'est une vraie mission qui est hyper importante. Et il y a 10 ans, personne ne nous comprenait. Il y a 5 ans, personne ne nous comprenait. Et vraiment, on a beaucoup galéré à lever des fonds. Tout le monde disait, mais on fait pas des amis en ligne, ça n'existe pas, on socialise pas en ligne, c'est n'importe quoi. Il y a les apps de dating pour faire ça, mais sinon tout se passe dans la vraie vie. Et là, à partir de maintenant, je pense qu'on est vraiment sur le bon timing. Parce que les gens se rendent compte qu'en fait, si on socialise en ligne, que c'est un besoin qui est primaire et qui est très important et qui touche toutes les générations et tout le monde. On a de plus en plus de concurrents en fait qui émergent, comme par exemple les apps de dating. On a Bumble qui vient de créer il y a pas longtemps Bumble BFF. C'est la version Friends, quoi. C'est ça, c'est la version Friends. Donc les apps de dating qui sont... Friendzone, quoi. Ouais. Je suppose que des petits malins vont contourner le truc. Après, ils vont passer sur d'autres pour passer aux choses sérieuses, quoi. Mais du coup, les apps de dating qui stagnent, parce que justement, en fait, les gens aujourd'hui ont besoin d'autres choses, de pouvoir discuter, de socialiser avec d'autres personnes en ligne, ils s'orientent vers cette partie-là qui est le fait de socialiser de manière générale. On a aussi des petits concurrents qui font exactement ce qu'on fait, mais potentiellement sur d'autres cibles différentes. Et donc là, on a un timing où c'est le bon moment. Nous, on a les technos, on a le savoir-faire, on a la monétisation. Et donc, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester des leaders et toucher tous les groupes d'âge et le monde entier et des nouveaux marchés qu'on oui, tu peux n'a pas encore. verticaliser vachement. Faire des potes, c'est mondial, là, pour le coup. Le marché, il est vaste. C'est ça, faire des potes, c'est mondial. Et ensuite, après, tu peux aussi faire des potes autour de thématiques. Autour des thématiques. Donc nous, aujourd'hui, on est vraiment très généraliste. Tu vois, c'est hyper mainstream. Voilà. Ouais. Tu vois des profils ou tu vois des groupes de discussion, mais est-ce que demain, si tu veux jouer aux échecs, tu veux jouer à un jeu vidéo, est-ce qu'on va être capable de trouver un groupe de personnes qui veulent se jouer à ce jeu vidéo à l'instant T Rien qu'autour du sport, tu vois, tu fais un groupe Vive l'OM et j'aime pas le PSG, ça doit cartonner. Là. Bof, mais dans l'autre sens, vachement mieux, ouais. Mais tu sens ce besoin, c'est-à-dire que tes utilisateurs, ils sont un peu partout, ou tu sens qu'en fait t'as des gars qui viennent, ils discutent de sport et tu vois les thématiques, tu vois comment tu vas pouvoir un peu faire des verticales au sein de l'app. Ouais, on voit les thématiques, on voit exactement les centres d'intérêt qu'ils ont, parce qu'en fait on leur demande quel film est-ce que tu regardes, quel jeu vidéo tu joues, quel artiste t'écoute. Donc on a ça, on a dans les groupes de discussion, ils disent le titre de la discussion, donc par exemple PSG-OM, le match de ce soir, et ils en discutent. Et ensuite, avec tout ça, on peut justement faire en sorte d'avoir l'intention de nos utilisateurs. Je viens pour jouer à un jeu vidéo maintenant et faire en sorte de recommander les bonnes personnes au bon moment. Ouais, donc tu as une data sur la vie sociale des gens qui est juste dingue. C'est ça. Quelque part. Ça, tu pourras jamais la monétiser, mais Non, et en plus, c'est pas dans notre optique de la monétiser vu qu'on fait pas de pub, mais c'est dans notre optique de l'utiliser pour améliorer l'expérience. Mais tu vois des évolutions sociales, des changements sociétaux comme ça dans les groupes qui peuvent impactants ou pas C'est une question que j'avais, Est-ce que tu pourrais voir un mouvement type gilet jaune quelque part en
petits groupes qui se créent, qui se multiplient et que tu te dirais, tiens, il se passe une tendance. C'est peut-être cette tendance que tu pourrais valoriser. Bah, étant donné que nous, c'est vraiment des petits groupes qui se forment et qui discutent pendant 2 heures et qu'en fait, le contenu, on le repartage pas, on le revoit pas, on n'a pas un peu ce système qui peut se créer de communautés énormes. Non, mais tu pourrais voir, toi, 15 groupes qui se créent d'un coup sur un sujet. Ouais, ça, on l'a. Ça, c'est un peu ça, si, bien sûr, on l'a. Bah, par exemple, pendant les élections américaines, on avait beaucoup de groupes qui parlaient des élections américaines. Quand il y avait les Gilets jaunes, on avait beaucoup de discussions sur les Gilets jaunes. Donc, dès qu'il y a un thème hyper important dans un pays, on le voit. Ouais, tu le vois quand il arrive, tu le vois pas en avance de phase. Ouais. Et t'as un enjeu quand même à ce que ta génération Z, tu arrives à la garder. Tu vois, par rapport à est-ce qu'ils vont continuer à venir ou est-ce que... Ouais, on a c'est un une enjeu. question parce qu'après ils vont plus être Z, quoi. Bah, ça fait 10 ans qu'on les a, et ça fait 10 ans qu'ils sont avec nous. Donc, il y a 10 ans, on avait 99% de nos utilisateurs qui avaient entre 13 et 17 ans. Et aujourd'hui, on a plus de 80% qui ont entre 18 et 25 ans. Et tu renouvelles par le bas aussi, j'imagine. Bah, plus par le haut. Ouais, plus par le haut, d'accord. Ouais, notre cible, c'est vraiment là maintenant qu'on se concentre sur les 18 plus. Et en fait, on a de la croissance organique qui se fait chez les 35 plus, chez les 30 plus, qui de plus en plus téléchargent T'es toujours pas dans la cible, organiquement l'application. Je suis encore sur Minitel. Et donc, ils payent un abonnement. Parce qu'on a beaucoup parlé du business model, mais c'est ça la finalité. Le business model, c'est ça, c'est des options payantes à la carte et des abonnements. Et à 70-80%, c'est des abonnements. D'accord. Incroyable. Julien, peut-être tu veux conclure avant qu'on passe à la partie un peu plus perso de comment tu gères Écoute, tout ça. dans ton modèle, moi, les points que j'ai retenus qui sont intéressants et qu'on n'entend pas souvent, c'est que j'ai l'impression que tu as créé un océan bleu quand je t'entends parler. Tu sais, ce fameux bouquin là. Il y a un bouquin d'ailleurs que j'invite à lire qui est bon en branding. Ils appellent ça Play Bigger. C'est un livre. Ils appellent ça le category design. C'est des nouvelles marques qui ont cette capacité de créer des nouveaux marchés, genre 360 Learning qui a inventé le collaborative learning. Et toi, j'ai l'impression que tu as créé quasiment une nouvelle catégorie qui n'existait pas. Et tu as été le premier à t'engouffrer dedans et à créer et à structurer ce marché-là. Je sais plus, tu l'as nommé tout à l'heure. La social discovery. Social discovery, c'était en anglais, j'ai galéré, mais voilà. Social discovery. Mais c'est comme si tu avais créé ton propre univers et que, comme tu as tiré le premier, bah, finalement, c'est toi le leader. Ça, c'est top. Et toute cette notion, on en parle souvent, ça, pour le coup, mais d'itération ultra rapide. Tu as parlé de vélocité. Et t'as pas lâché d'ailleurs, mais d'itérer au maximum et de balancer les fonctionnalités, même si c'était pas parfait, tu t'en fous, tu mesures, tu prends de la data et tu changes la vitesse de l'éclair jusqu'au moment où tu comprends le modèle. Et je pense aussi la façon dont tu as trouvé le pain point est hyper intéressante. D'aller sniffer, ou je sais pas comment on appelle ça, sourcer comme ça des groupes, les faire venir un peu à la mano sans investir de techno et puis de leur parler canon quoi. Et c'est des vieux, enfin tu sais, c'est pragmatique mais au moins ça fonctionne quoi. Ouais, bah c'est exactement ça. C'est bien résumé. C'est mon métier, je suis résumeur. Je rajouterais qu'il y a un truc aussi, je pense, inspirant pour les personnes qui voient dans la génération qui vont créer leur société dans un monde où il n'y a plus beaucoup de financement, que toi, que tes associés, vous êtes toujours été dans le temps long en étant patient et quand l'argent n'était plus là, vous n'avez pas paniqué, vous avez reparti dans un temps long, on a 2 ans pour réduire la voilure. Tu vois, il y a plein de moments intéressants de... Tu te dis, en fait, on peut créer des boîtes dans le temps long, en étant patient, en regardant les problèmes. Et je trouve que c'est chouette comme learning et d'écoute pour ceux qui veulent se lancer en disant, mais comment on fait? Ouais, et pas forcément aussi te laisser influencer. Tu vois, tu l'as dit sur le modèle de revenu, tout le monde te disait, il faut faire ça, faire de la pub, etc. Ça marche comme ça. Et toi, t'as dit. Chercher le problème, chercher la valeur, et du temps long. Il est formidable, Sacha. Et voilà, quoi. Ça paye. Question perso? Ouais, question perso, mais c'est Aymeric qui les pose parce que moi, je suis moins à l'aise. Hein. Je suis un peu timide. T'es moins à l'aise. Allez, vas-y. les questions qu'on aime bien savoir, c'est comment tu progresses, est-ce que tu as des routines, des habitudes, du sport, autre chose, peu importe. Comment tu continues à progresser? Ouais, dans mes routines pour plus gérer le day-to-day, le stress, etc. Du coup, je fais beaucoup de sport. Enfin, j'essaie de faire 3-4 séances par semaine. Je vois beaucoup ma famille, mes amis, et, un peu comme tout le monde. Et j'essaye de couper aussi le week-end, au moins une journée, un minimum, pour avoir les idées fraîches. Ensuite, après, pour essayer d'évoluer intellectuellement, déjà, on se fait beaucoup de challenger avec la boîte parce que évidemment, il y a beaucoup de hauts et de bas. Et on se challenge aussi entre nous, les 4 C-level, pour toujours faire mieux et toujours être au meilleur de nous-mêmes. Ensuite, on fait des coachings. C'est assez récent, mais ça fait, je pense, plus de 2 ans qu'on a... T'as un coach?
Ouais, j'ai un Vous avez coach. chacun le vôtre ou c'est les mêmes? Là, moi, j'ai le mien. C'est Mais, Régis, non? Tu veux lui en parler, tu veux faire la pub ou... Ouais, je peux faire la pub. Il s'appelle Adrien Falcon. Voilà. C'est bien, ça, le Entrepreneur. coaching, c'est très courant aux États-Unis, un peu moins en France, je trouve. Ouais, et franchement, moi, j'ai commencé trop tard. Et j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt à faire du coaching parce qu'on se pose beaucoup de questions, c'est beaucoup de remises en question surtout, et beaucoup de moments où on sait plus trop quoi faire, on sait plus ce qu'on doit faire, et donc Comment ça se passe, vos interactions? Vous C'est parlez un souvent? sparring, quoi. ouais, on parle souvent. Franchement, je lui parle quasiment. J'ai 1 heure par semaine de fixé avec lui, mais sinon, je lui parle quasiment tous les jours. T'échanges, Ouais, c'est ton sparring partner. On échange en asynchrone, on a des documents de travail et on échange sur ces documents, il les commente, je les commente, et s'il y a besoin de se parler 5, 10 minutes, 15 minutes, on se parle 5, 10 minutes, 15 minutes dans la journée. Mais c'est pro, perso? C'est les questions que tu te poses, ça peut être pro? Non, c'est pro, c'est principalement pro, mais après, il va quand même faire une overview du pro et du perso pour savoir à peu près où est-ce que je me situe, dans quel état je suis, voilà, pour pouvoir justement m'accompagner au mieux, quoi. T'as pris un coach entrepreneur, Ouais. quand même, dans les Ouais. secrets de coaching, disons. C'est ça, un coach entrepreneur qui a déjà été CEO et qui est déjà passé par mes étapes. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est principalement un coach qui est par rapport à mon poste. J'ai testé au mois de décembre, je trouve ça vraiment bien. C'est impartial. Et ça, j'essaie de lire des livres. Donc, mais ça aussi, pareil, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre parce que je lisais pas du tout. Donc là, je commence à lire des livres et je me force à lire des livres. Business ou plus pas du tout pour... Non, là pour l'instant, c'est que business. Que business, ouais. Ouais. C'est marrant, c'est assez clivant, ouais. C'est assez clivant. Souvent, on nous dit, les billets, c'est toujours les mêmes, t'as 400 pages et finalement t'as 20 pages. Et t'en as d'autres qui disent, non, je suis drogué. Et en fait, tu comprends beaucoup de choses en lisant une bio, en lisant un bouquin sur l'efficacité, peu importe. Ouais, bah après, moi, j'en ai pas lu encore énormément. Je dirais que j'en ai lu 5-6. Donc, c'est pas non plus, j'en ai pas lu plus d'une dizaine. Mais après, c'est vrai que ça me permet de prendre du recul, de se dire, j'avais réfléchi à ce truc et là, tu le relis dans le livre et donc tu dis, ah ouais, voilà, en fait, c'est comme ça que faut voir les choses. Et après, j'ai pas beaucoup de temps non plus dans ma journée. Donc, le seul moment pour le faire, c'est juste avant de dormir. Donc, je sais que c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour Ouais, lire il y un a livre. toujours un petit Netflix qui doit traîner. Ouais, ou pour lire un livre business, mais au moins, c'est un objectif que je me suis fixé et ça m'aide pas mal, quoi. Et il y a un livre que tu reco particulièrement récemment que tu as lu? Celui qui m'avait pas mal mis un déclic sur mon rôle de CEO, c'était The Great CEO Within. Et voilà, On va le mettre en note, ouais. qui était pas mal. Et enfin, le dernier point, c'est aussi le réseau d'entrepreneurs, quoi. J'essaie d'entretenir, de voir des personnes qui sont dans le même bateau que nous. Bah, je t'inviterai sur le groupe Scalers. Ouais, Je avec ferai plaisir. l'intro tout à l'heure. Très bien. Et si tu dois te commit sur un invité pour l'inviter justement dans ce podcast, est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander? Ouais, bah, je vous recommande Timothée et Richard de l'application Choose, qui est Super application. une superbe marketplace que je vous invite tous. Tu peux pitcher un peu d'ailleurs le modèle de Choose? Choose, c'est la première plateforme de brand discovery au monde. Bravo! Oh là là. Et c'est la plateforme manquante entre Etsy et Zalando. Putain, ils vont créer un groupe de discovery quelque chose, quoi. Exactement. Non, mais super sympa, écoute. Non, très bien. Très beau, avec plaisir. Et on prend te avec grand saluera plaisir. quand on l'interrogera dans le podcast. Donc merci beaucoup, Merci. c'était Bravo. très intéressant et à bientôt.